d'APTN. As I stressed on election night, I am committed to working with others. Un gouvernement libéral minoritaire élu au 45e Parlement canadien. Un tour de vol des parcours de 4 ministres autochtones élus lundi dernier. Le projet de la loi 97 sème l'inquiétude auprès de certaines nations autochtones. Tunusugeti, bonjour, je m'appelle Kim Sullivan. Je vous souhaite la bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Depuis lundi soir, un nouveau gouvernement libéral est en place sur la colline parlementaire. Un gouvernement minoritaire dirigé par le premier ministre Mark Carney. Les élections ont été dominées par l'inquiétude suscitée par les menaces du président américain Donald Trump, qui a concentré le soutien derrière les deux plus grands partis et a coupé la base des plus petits partis. Le Parti libéral a remporté un gouvernement minoritaire, mais malgré cela a obtenu le pourcentage de voix le plus élevé lors d'une élection fédérale que tout autre parti depuis 1984. Le Parti conservateur de Pierre Poilievre a perdu les élections, mais a également obtenu le pourcentage de voix le plus élevé que tout autre parti fédéral depuis 1988. Le Bloc québécois a remporté 23 sièges, tandis que le PND n'en a obtenu que 7, ce qui a mis fin à son statut de parti officiel. Ce matin, Carney a donné sa première conférence de presse depuis l'élection. As I stressed on election night, I am committed to working with others, governing as a team in cabinet and caucus, and working constructively across parties in Parliament, working in real partnership with provinces, territories, and Indigenous peoples, and bringing together labor, business, and civil society to advance the nation-building investments that will transform our economy. L'une des circonscriptions remportées par les libéraux est Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU, où le Bloc québécois a gagné 5 des 7 dernières élections. Mais cette fois-ci, Mandy Goldnasty, ancienne grande chef de la Nation Cree, a remporté le siège sous la bannière libérale. Robbie Purdin présente un reportage de Savannah Craig. Aux premières heures de mardi matin, la candidate libérale Mandy Goldnasty a battu le député en exercice du Bloc québécois, Sylvie Bérubé, dans la circonscription d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU. Cette circonscription est la plus grande du Canada et couvre la moitié de la géographie du Québec. Elle comprend les 14 communautés inuites de Nunavik, les 9 communautés de la nation Cree d'Iuishi, la nation Naskapi de Kawawa-Chikimak et les communautés Anishinaabe de Kitsisakik et de Lac-Simon. You have to build your network outside of your nation. Son expérience en tant que grande chef du gouvernement de la nation Cree signifie qu'elle a déjà exercé un pouvoir politique important dans la région. Avant l'élection, elle a déclaré aux nouvelles nationales d'APTN que c'est ce qui l'avait poussé à se présenter aux élections législatives. I worked closely with both levels of government, provincial, federal, and during the time that I was doing this job in my riding, I didn't have a lot of connection with the person that's elected, representing a huge territory, almost half of Quebec. I was not satisfied. Goldnasty a déclaré que sa vision de la circonscription était de profiter des forces de chaque groupe unique résidant à l'intérieur de ses frontières. Il ne s'agit pas seulement de comprendre les différents besoins des Autochtones et des Allochtones, mais aussi de reconnaître les différences entre les préoccupations des Cris, des Inuits, des Naskapi et des Anishinaabe. Aujourd'hui, soulignons la 25e journée nationale. Goldnasty a peut-être bénéficié d'un coup de pouce de la part de Sylvie Bérubé, candidate sortante du Bloc, qui a admis avoir du mal à rester en contact avec ses électeurs. Quand on est élu, on est quand même plusieurs mois à Ottawa et la fin de semaine, on repart d'Ottawa, ça revient à la circonscription. Et je n'ai pas toujours la possibilité d'aller au Nunavik, qui est dans les communautés autochtones Cree. Bien que le Bloc a perdu un siège en Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU, il a conservé un siège détenu par un député autochtone. Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui est Wendat de Wendake, était auparavant chroniqueur d'opinion au Journal de Montréal, avant de se présenter aux élections de 2019 dans la Saint-Hyacinthe-Bagot-Acton, sur les rives sud de Montréal. Alors bonjour tout le monde. Cette année, il a remporté une fois de plus la circonscription pour le Bloc par une marge massive. Il souligne faire attention de ne pas mettre tous les Autochtones dans le même panier, car chacun a ses intérêts. Mais il est fier de contribuer à la diversité autochtone du Parlement fédéral. Je crois qu'on a tout intérêt, alors qu'on a le défi climatique, alors qu'on a des guerres dans le monde présentement,
aussi de renouer avec une certaine philosophie des Premières Nations, de communion avec la nature, une philosophie qui est pacifiste aussi, un dialogue qui soit moins conflictuel puis qui soit davantage centré sur la solidarité. Donc, je pense que la philosophie autochtone peut nous apporter beaucoup dans le débat politique présentement. Un reportage de Kim Sullivan et Savannah Craig, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Deux des candidats autochtones les plus en vue du Canada ont remporté leur circonscription au Manitoba lundi, mais leur victoire raconte deux histoires bien différentes. Comme le racontent Sierra Buttons et Tia Wheatley, l'une a été élue malgré la défaite de son parti, tandis que l'autre a contribué à l'essor qui a propulsé les libéraux au pouvoir. People told me this was going to be a tough campaign, but, you know, we're a special community, and community came out for me in droves, and I'm so touched. C'était un moment d'excitation et de soulagement pour la députée du PND, Leah Gazan, et ses partisans. Sa course contre l'opposant libéral Rahul Walia a été serrée, mais Gazan a remporté Winnipeg Centre pour un troisième mandat. Alors que Gazan récupérait son siège, Jack Mitsing, le leader du PND, démissionnait après avoir perdu le sien. I'm only focused on tonight. Certainly, we have to take some time and reflect on how we need to rebuild as a party. My focus has always been Winnipeg Centre, the beautiful people in my community. Gazan a utilisé sa position au sein de la Chambre pour faire pression en faveur de la concrétisation d'engagements autochtones au niveau fédéral. Parmi ces engagements figure le programme pilote d'alerte à la robe rouge pour les FFA DA2E+, et une motion de la Chambre des communes visant à reconnaître ce qui s'est passé dans les pensionnats indiens comme un acte de génocide. Mais Gazan est l'un des 11 candidats autochtones qui ont remporté les élections dans leur circonscription. Nikki Ashton, collègue de Gazan au PND, a perdu le siège qu'elle occupait depuis 17 ans à Churchill-Kiwatinuk-Ashki. Elle a été battue par la candidate libérale Rebecca Chartrand, qui est Anishinaabe du territoire du traité numéro 4. S'adressant à ses partisans lors de sa fête de victoire, Chartrand a déjà mis de l'ordre dans ses projets. We need major bridge building in this riding because we need to make sure that this riding is a centerpiece as we start re-envisioning the Canadian economy. Churchill-Kiwatinuk-Ashki est une vaste circonscription qui habite 38 Premières Nations et couvre environ 75 % du Manitoba. Chartrand l'a parcouru jusqu'à la toute fin. Eugénie Fontaine est le chef ici et a également passé la journée électorale à amener ses membres aux urnes dans l'espoir de faire basculer le vote de l'orange vers le rouge. We need somebody that's going to be part of the government. In the past 17 years, no disrespect to Nikki, but she hasn't delivered any real tangible results for our people here. De nombreuses Premières Nations de l'Est de Winnipeg ont toujours besoin d'une route praticable par tous les temps. Tout aussi important est le désir de Fontaine de voir un investissement dans les personnes en développant des programmes commerciaux pour non seulement s'attaquer au taux de chômage, mais aussi pour construire des communautés. Nobody better to do that than one of our own, an Anishinaabe Kwe lady, woman that understands our plight. Chartrand affirme que c'est la situation critique des communautés autochtones qui l'a incité à se lancer dans la politique. Elle compte traiter en priorité la question de la violence persistante à l'encontre des femmes, des filles et des personnes bispirituelles autochtones. Lost two of my own friends, and we had a cousin who went missing too. So these are the issues that, bring us to this work. And I had done a lot of work around MMIW. Pour beaucoup des participants à cette célébration, ce travail doit commencer dès maintenant. Un reportage de Sierra Buttons et Tia Wheatley, APTN National News, Winnipeg et Sagkeeng Anishinaabe Nation. Après cette courte pause, un projet de loi soulève une vague de protestations. Soyez des nôtres. Bienvenue. La semaine dernière, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts a déposé le projet de la loi 97 qui vise à moderniser le régime forestier.
Ceci a suscité des réactions partagées. Certains s'en félicitent, d'autres s'y opposent fermement. Les enjeux des Premières Nations face à la gestion forestière du Québec étaient un des sujets abordés lors de la 24e session de l'instance permanente sur les questions autochtones des Nations unies qui s'est terminée cette semaine à New York. Le message pour le gouvernement est que le respect des droits des peuples autochtones est une condition indispensable à l'exploitation des ressources forestières. La filière forestière, c'est 6,4 milliards de dollars du produit intérieur brut québécois. En même temps, ici même au Québec, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina, dépose le projet de la loi 97 qui prévoit qu'un tiers du territoire forestier public serait réservé à l'industrie forestière. En fait, sur le tiers, il n'y a pas de pourcentage. Il y a un chiffre qui a circulé parce que le concept de triade, c'est un tiers, un tiers, un tiers, mais ça va être vraiment fait de façon régionalisée. Donc, chaque région a ses particularités puis les usages de la forêt. L'objectif du projet de loi 97, selon elle, est tout autant la conservation de nos forêts que l'atteinte des cibles du régime forestier. Mieux penser la forêt pour que l'ensemble des usagers puissent mieux s'y retrouver puis que les activités puissent se faire de manière plus prévisible. Les Premières Nations Anishinaabe de Lac-Simon et Atikamekw de Wemotaci s'y opposent vigoureusement. Donc, ça va être des coupes intensives, vraiment, là, des coupes à blanc, comme on disait dans le temps. On recule 30 ans maintenant avec cette façon de penser d'aménager. On n'appelle pas ça l'aménagement, nous autres, on appelle ça de l'extractivisme extrême. Le vice-chef du Conseil des Atikamekw de Wemotaci, John Evan Kokochi, rajoute que leur présence à New York a même peut-être provoqué le Québec à déposer ce projet de loi. On a fait des couvertures médiatiques lundi et mardi. Il y a eu justement là, une image là, qui a percé la pensée du Québec, là, les Québécois. Concernant la non-adoption de DNU-DPA. Là, ce qui s'est passé, c'est que le mercredi, le ministre de MRNF a déposé le projet de loi. Donc, c'est réellement une provocation. La ministre Blanchette-Vézina, quant à elle, insiste que la voix des Premières Nations sera entendue. La volonté, c'est de travailler avec les Premières Nations pour construire cette politique-là, pour s'assurer justement qu'on tienne compte de leurs inquiétudes dans le cadre de ce qui sera fait pour le zonage, mais pour les autres étapes aussi qui vont venir dans le cadre de la planification des activités forestières. Consultation peut-être, mais selon chef Wabanonik, c'est souvent un processus sans consentement ni dialogue réel. Même si c'était fait en bonne et due forme, c'est un processus, les consultations, c'est pas une reconnaissance de nos droits, ça. C'est ça qui est important de comprendre. Le risque du projet de loi 97 est non seulement une nuisance aux pratiques traditionnelles comme la chasse et la pêche, mais aussi la menace de la biodiversité du territoire québécois. On vit avec le territoire, on vit sur le territoire. Donc, c'est nous qui connaissons réellement quels sont les impacts de l'industrie forestière sur les gibiers, sur la faune, sur l'environnement. Donc, nous, on le voit depuis plus de 100 ans, quels sont les impacts, et on les subit concrètement là, depuis plus que 100 ans. En fait. La ministre, par contre, tient à rassurer que ce ne sera pas l'industrie qui va décider des zones et des récoltes forestières. Je rappelle qu'on a un forestier en chef qui s'assure qu'il n'y a jamais de récolte plus que les intérêts. Donc, on n'entame pas le capital forestier pour qu'on fasse un aménagement qui est durable, donc qui n'est pas des coupes à blanc ou de la déforestation. Pas convaincu, vice-chef Kokochi rappelle que ceci est non seulement un enjeu autochtone, mais bien un problème collectif pour la société québécoise et que celle-ci devrait aussi se mobiliser. Le projet de loi 97 actuellement touche l'intégrité là, des droits collectifs, là, en quelque sorte, du Québec. C'est sûr qu'on ne peut pas être tout seul d'un côté, parce que sinon, le projet de loi, on va se le faire imposer comme un bulldozer, là, finalement. Est-ce que le projet de la loi 97 doit être visité? Moi, ma position, ce serait carrément de mettre ça à poubelle. Carrément. Mettre ça dans la poubelle, puis recommencer sur des bases plus solides, plus équitables, plus respectueuses de nos nations et de nos droits. Ce sera un changement de nom pour la nation Huron-Wendat de Wendake. Huron ne fera plus partie de leur appellation dans les instances officielles.
Suite à une consultation avec les membres de la communauté de Wendake, le grand chef Pierre Picard a fait l'annonce que la nation Huron-Wendat changeait de nom, devenant officiellement la nation Wendat. Rappelons que le terme Huron est un exonyme faisant allusion aux coiffures portées par les hommes de la nation qui ressemblaient à des têtes de sanglier. L'appellation Wendat, quant à elle, signifie « habitant de l'île ». Bientôt, on va adopter une résolution au sein du Conseil de la Nation pour justement officialiser le terme. On va envoyer ça au ministère fédéral concerné. Non, je pense qu'il n'y a pas d'obligation, et c'est le message que j'ai envoyé évidemment à l'interne ici. Il ne faut pas tout changer en l'espace d'une semaine. Et vous savez que les individus eux-mêmes vont pouvoir aussi, s'ils le veulent, continuer de s'auto-désigner comme des Hurons. Il n'y a aucune obligation ici. Ce n'est que dans les instances officielles de la Nation. Bien, dorénavant, ce sera Conseil de la Nation Wendat. L'émission Face à Face d'APTN, animée par Dennis Ward, est normalement diffusée en anglais, mais pour la première fois, elle a été diffusée en français cette semaine. L'invité, qui a grandi à Pessimit et a appris le français comme deuxième langue après le Inuimun, a fait une carrière remarquable à la tête des Premières Nations du Québec et Labrador. Ce fut un grand honneur d'accueillir Ghislain Picard en tant que premier invité de cette édition spéciale francophone de Face à Face. Voici un court extrait de l'épisode disponible sur YouTube et en podcast. Lorsqu'on dit que c'est la diversité qui fait notre force, là, moi, je l'ai constaté à chaque fois que les chefs se réunissaient. Mon rôle à moi, c'est de déterminer qu'est-ce qui fait le commun de l'ensemble, mettre ça sur la table et inviter la discussion. Et pour pouvoir agir comme porte-parole qui est solidement attaché à des positions très, très claires de la part des chefs. Donc, c'est pas quelque chose, c'est sans prix. Au retour, une entrevue avec un avocat spécialisé en droits autochtones. Soyez là. Bienvenue. Hier, nous sommes allés au colloque de l'Université de Montréal qui s'appelait « Un état des lieux des droits autochtones, de la reconnaissance à l'action ». Nous y avons rencontré un des conférenciers, Maître Nadir André, avocat spécialisé en droits autochtones et associé au cabinet JFK Law. Voici notre conversation. Bonjour. Bonjour. C'est très intéressant de vous avoir sur notre émission, surtout dans une semaine où est-ce qu'on vient de finir les élections, où est-ce qu'on vient de voir le dépôt de le projet de loi 97. Il y a tellement de choses qui se passent. Donc, un colloque pour droits autochtones, c'était bien placé que ce soit un 1er mai. Tout à fait. Je pense que c'était complètement approprié dans les circonstances. On a beaucoup entendu parler pendant la campagne électorale de développement économique et de construire des pipelines et d'envoyer notre pétrole partout en Europe, en Asie. On s'imagine que ça va être une chose facile. On n'a presque pas parlé des questions autochtones et je pense qu'il y a un lien très sérieux à faire entre le développement des ressources naturelles et les droits autochtones. Alors, un colloque comme aujourd'hui était effectivement approprié. Un colloque comme aujourd'hui dans une université, quand même, l'université établie ici à Montréal, c'était pour qui? Qui était vraiment dans la foule? Bien, moi, je reconnais une population étudiante de l'université. Je pense que je ne me trompe pas en disant ça. Et je pense que dans les universités à travers le Canada, il y a vraiment un très grand intérêt pour le droit autochtone que moi, quand j'étais à l'université, il y a 30 ans, c'était beaucoup moins populaire. Et je pense que ça vient avec une nouvelle génération qui a beaucoup de préoccupations sur le climat, l'environnement, les droits humains, et ça fait partie du bundle droit autochtone. Et donc, il y a plus d'intérêt qu'auparavant. Il y a plus de questionnements et donc, on est content de voir que les choses évoluent au sein académique parce que c'était vraiment une faiblesse auparavant. Il y avait un cours de droit autochtone et maintenant, il y en a toute une série. Il y a même des programmes de droit
autochtone dans le sens de indigenous, parce qu'en français, on ne fait pas la différence entre aboriginal et indigenous, mais donc, on pense à l'Université de Victoria, par exemple, qui a développé son propre certificat de droit autochtone avec les lois autochtones. Alors, ça vient vraiment enrichir la discussion. Les étudiants et étudiantes autochtones, il y en a également de plus en plus, il y en avait dans la salle. Alors, ça aussi, c'est fun à voir. Dans mon temps, on était un tout petit groupe et maintenant, il y en a de plus en plus. La 24e session sur l'instance des questions permanentes, l'instance permanente, mon Dieu, des questions autochtones viennent de finir à New York. Une immense délégation québécoise est allée, puis justement, c'était pour parler de leurs droits et de la reconnaissance de leurs droits. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Bien, écoutez, il y a quelque chose de frustrant dans ce domaine du droit international-là et ça va comme suit. 143 pays ont adopté la Déclaration des droits des peuples autochtones en 2007. 4 se sont opposés. La Nouvelle-Zélande, l'Australie, les États-Unis et le Canada. Finalement, 3 ans plus tard, de peine et de misère, ces pays-là ont finalement accepté la déclaration. Le Canada a dit « je l'accepte », mais sous certaines conditions, parce qu'on a l'article 35, on défend déjà très bien nos droits autochtones, puis on n'a pas besoin de la déclaration. Il a fallu attendre 2016, après l'élection du gouvernement Trudeau, pour qu'il y ait une reconnaissance formelle sans condition, et 2021 pour accoucher d'une loi fédérale qui met en vigueur la déclaration, mais en misant sur un plan d'action qui n'est toujours pas vraiment en vigueur 4 ans plus tard. Alors, et il y a une autre problématique au Canada, c'est qu'on est dans un État fédéral. Il y a 10 provinces, 3 territoires, et ce sont les provinces, sont les territoires qui ont juridiction sur les ressources naturelles et les terres. Alors, on a beau avoir une loi fédérale, au moment où on se parle, seule la Colombie-Britannique a adopté une loi pour mettre en vigueur les principes de la déclaration. Et la Ville de Vancouver l'a fait également. Et ce qui est ironique, c'est que la Colombie-Britannique l'a fait en 2019, soit 2 ans avant le gouvernement fédéral. Donc, et je rappelle que ça faisait partie des appels à l'action du défunt sénateur Murray Sinclair, qu'on devait adopter cette déclaration-là et la mettre en œuvre. Et ça n'a toujours été pas fait, ni au Québec, ni dans les autres provinces, et ça devient vraiment une source de frustration, parce que ces principes de droit international sont en train de se développer un peu partout dans le monde, puis au Canada, on est en train de prendre du retard. Une dernière petite minute avant qu'on quitte, parce que je veux savoir, monsieur et madame, tout le monde qui nous écoute, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire entendre nos droits mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire entendre nos droits mieux? Bien, on est dans un régime démocratique. Il faut parler à ses députés. Il faut parler aux députés tant provinciaux que fédéraux. Il faut faire valoir ses points de vue. Il faut dire qu'il faut protéger les droits autochtones parce que tout ça est relié avec la crise climatique, avec l'état de l'environnement, que si on ne s'occupe pas des gens et du territoire dans notre vaste pays, on s'en va tout simplement vers un désastre et là, il va être trop tard. Si on n'écoute pas les nations autochtones qui ont une relation de milliers et de milliers d'années avec cette terre-là, la voie se changer, les rivières, la température, les feux de forêt, etc. Si on ne les écoute pas, on va bientôt le regretter, puis on aurait dû donc les écouter, mais il sera trop tard. On espère que notre voix va être entendue. On vous remercie. Je pense qu'on aurait parlé des heures et des heures et des heures. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. C'est ce qui conclut le bulletin de Nouvelles nationales de PTN. Je m'appelle Kim Sullivan. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. À Courmay.